Symboliquement, il fallait faire partie de cette équipe, de cet événement-là, parce que ça allait dépasser le monde du sport. Ça allait rentrer un peu dans l'histoire, parce qu'on allait avoir l'implication d'un homme politique qui a forcé le destin, qui avait l'adhésion du monde entier et qui est devenu président pour la première fois noir d'un pays à minorité blanche. Et donc, on arrive en Coupe du Monde avec double casquette pour gagner la Coupe du Monde et pour vivre un événement magique sur le plan symbolique. En 1995, l'histoire avec un grand H s'écrit en Afrique du Sud. Abdelatif Benazi participe à la première Coupe du Monde organisée dans ce pays, encore profondément marqué par l'apartheid. Nelson Mandela est président de la République depuis 1 an et veut réaliser son rêve, bâtir enfin une nation arc-en-ciel. La nuit qui s'annonce, dit-il, est une fête pour le genre humain. C'est notre victoire, c'est grâce à vous que l'apartheid fut aboli. Alors, réjouissez-vous que l'on puisse désormais proclamer haut et fort sur tous les toits, nous sommes enfin libres. Pour réunifier son peuple, il compte donc sur le rugby, le sport national des Blancs. Le racisme, les discriminations, Abdelatif Benazi les a malheureusement éprouvés 2 ans plus tôt, lors d'une tournée en Afrique du Sud avec les Bleus. Cette Coupe du Monde va profondément le marquer. Lui qui est né à Oujda au Maroc, lui qui deviendra le premier capitaine maghrébin de l'équipe de France de rugby. Je m'appelle Manon Fossat et dans ce nouvel épisode des Géants, Abdelatif Benazi, héros inoubliable de ce Mondial 95, nous ouvre ses bras et son cœur pour nous raconter la compétition la plus marquante de sa vie. On était dans la banlieue de Pretoria et puis on s'entraînait dans un terrain d'un centre pénitentiaire. Et donc nos sparring partners, c'était les geôliers de cette prison qui avait une équipe de rugby, mais qui étaient tous monstrueux. Ils sont tous africains, avec une mâchoire qui fait 4 mètres carrés, des épaules énormes. Et puis, eux, ils savent pas ce que c'est une passe. Et donc, on les utilisait des fois comme partenaires d'entraînement. Ça a été très dur sur le plan physique, mais on savait par où il fallait passer pour être en forme. Et Pierre Berbizier a fait ce qu'il fallait. Jusqu'au moment où, à un moment donné, il fallait quand même qu'on voit un peu la vie nocturne, et il a fallu créer un petit syndicat de joueurs et dire à l'entraîneur, il y en a marre maintenant, il faut qu'on aille voir un coup en ville. Ça fait partie aussi de la préparation. Il nous a donné le feu vert, mais il nous a dit, je vous attends le premier match. Donc, c'était win-win. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non, mais bon, on était quand même assez responsables. On n'avait pas joué un match, on n'avait pas gagné un match pour pouvoir faire la vraie troisième mi-temps. Il fallait juste un petit peu qu'on rigole ensemble, qu'on puisse pas parler rugby, qu'on déconne. Et c'est là où les idées commencent à arriver. Donc les 3 quarts ont décidé de se raser la tête. Et donc, à cette époque-là, il y avait toujours une petite différence entre 3 quarts et les avants, et on se lançait des challenges. Donc eux, ils voulaient se raser la tête. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Même le mannequin Franck Menel s'est rasé la tête. Donc c'était assez extraordinaire. Et voilà, il fallait pas se rater après ça. L'équipe de France vit retranchée dans son camp de Pretoria. Une préparation commando qui est à l'origine de ce geste des lignes arrières. Menel, Sella, Ntamak, Saint-André et leurs camarades se sont donc rasés le crâne comme des militaires astreints à un régime forcé. Malgré ça, à l'approche du premier match contre les Tonga, toutes les tensions n'ont pas été évacuées dans les vestiaires. Je me rappelle qu'Olivier Rouma s'est fâché, s'est levé, il a quitté la salle, il n'a pas accepté d'être remplaçant. Mais ça, je pense que dans la tête de l'entraîneur, il fallait bien faire tourner et tout ça, surtout quand des équipes, je dirais, pas majeures du rugby mondial, donc garder un petit peu et puis comme la tension était tellement forte de préparation, etc., tout le monde avait envie d'en découdre et de jouer les matchs. Et le fait de se sentir un peu remplaçant, certains n'ont pas apprécié. Mais ça a été réglé le plus tôt possible avec cette entrevue entre Olivier Rouma et Pierre Berbizier, et puis nous avec les joueurs aussi. Et de suite, les joueurs sont mis un peu dans le moule collectif et en laissant un petit peu leur ego et leur sentiment personnel. Et parce qu'il fallait préparer cette Coupe du Monde qui va être longue et préparer crescendo à faire tourner, faire jouer tout le monde un petit peu jusqu'au moment où l'équipe phare, l'équipe type sortira un petit peu naturellement après les matchs de poule. Pierre Berbizier résumait bien la situation, il disait que j'ai 3 tours cathédrale avec moi, peut-être un mausolée pour toi Abdel, mais que si jamais cet édifice et ces trois piliers de l'équipe fléchissent, et
on parlait de Olivier Roumat, Olivier Merle, Marc Cécilion, Philippe Benetton. On avait quand même une certaine ossature que si jamais, pour lui, c'était l'indicateur. Si jamais nous, on donne pas le temps, on montre pas la voie, que l'équipe ne marchera pas derrière. Donc on avait une exigence beaucoup plus que les autres. Et donc c'est pour ça que des fois, il y avait une telle solidarité entre nous qu'il fallait qu'on prenne les choses en main pour qu'on puisse un peu les transcrire sur le terrain et montrer la voie à l'autre équipe. Il fallait faciliter le travail à quelques jeunes. Malgré la victoire 38-10 contre les Tonga, les Bleus sont critiqués. Par la presse d'abord, mais aussi par leur propre sélectionneur, Pierre Berbizier, qui leur passe ce soir-là un sérieux savon. Quand j'entends siffler le public sud-africain, quelque part on manque de respect, car ce public sud-africain, je suis persuadé qu'il était venu voir et encourager l'équipe de France. Quand on attend, je le répète, la 39e minute pour jouer le premier ballon, on manque de respect au jeu. Quand on subit l'adversaire comme le Tonga, c'est qu'on manque de respect par rapport à l'adversaire. Et quand je vois toutes ces actions individuelles, je me demande si effectivement on se manque pas de respect entre nous. Donc tout ça s'est posé clairement. Je crois qu'il n'est pas trop tard pour réagir, mais il vaut mieux le savoir. À cette époque-là, on était à l'aube de le professionnalisme. L'équipe de France, psychologiquement, il faut qu'elle ait peur pour pouvoir un peu sortir les meilleurs. Quand on a les All Blacks, les Sud-Africains, les Australiens, les Anglais, il n'y a pas besoin de grands discours pour pouvoir se motiver. Mais inconsciemment, sans manquer de respect aux nations qui ne sont pas majeures, donc du coup, on est archi favoris, donc du coup, on a du mal à se motiver, etc. Donc du coup, quelque part, il y a un petit peu manque de respect. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas ce lien collectif qui concerne tous les joueurs. Donc on joue par à-coup, etc. Et donc ça donne des résultats comme ça. On accepte les critiques, on adhère. Le lendemain, on retravaille le plus tôt possible. Et on essaie de gommer tout ça. Mais surtout, dire que tout simplement qu'il y a un événement mondial, qu'on n'a pas envie de le gâcher, il faut s'y mettre le plus tôt possible. Le match suivant a lieu contre la Côte d'Ivoire. Le 15 de France s'impose sans convaincre, 54-18, mais 4 jours plus tard, ce sont les Ivoiriens qui vont vivre un drame au sein de leur équipe. Max Brito a 27 ans. L'ailier, qui a grandi en France dans les Landes, n'aurait pas dû être présent en Afrique du Sud. Mais au tout dernier moment, il a remplacé son frère, victime d'une pubalgie. Face au Tonga, Max subit un terrible plaquage. L'ailier Rasta du club de Biscarrosse, dans les Landes, n'a pas été victime d'une agression, mais d'un accident de jeu. Un plaquage un peu sévère, mais correct, une mauvaise chute. Max Brito ne s'est pas relevé. Le jour de ce terrible accident, le samedi 3 juin, le 15 de France dispute son dernier match de poule à Pretoria face à l'Écosse. Pas de drame, mais pour autant, rien ne se passe comme prévu. On perd Benetton, on perd Akoseberi, je crois. Fracture de l'avant-bras pour Benetton, et je crois que c'est la même chose pour Akoseberi. Donc voilà, donc il y avait pas mal de paramètres qui pouvaient nous perturber. On est resté serein et on a essayé quand même de jouer avec ces aléas et de gagner le match. La France est menée 19-15. On joue les arrêts de jeu. Il y a du suspense ici. Personne ne peut dire qui peut gagner ce match. Attention. Ce match qui a été mené de bout en bout par les Écossais. Allez, la pression est écossaise, mais la balle, elle sera pour les Français. Coup franc pour les Français. Oui, mais on ne peut pas le tenter. Il faut le jouer à la main. Il faut le jouer à la main rapidement. Mon ballon à l'air. Oui. Coup franc Allez, pour les Français. on se place pour nos avants. On la joue vite, et puis moi il m'appelle vers les 3/4 pour essayer de fixer la défense. Donc on me donne la balle, pour une fois que je la perds pas. Donc je suis dur avec moi-même, hein. Pour quelqu'un qui a été élu meilleure 3e ligne de cette Coupe du Monde. Donc je prends le ballon, je fonce dans le tas et puis je mobilise un peu la défense. Le ballon sort très vite. On va à l'extérieur avec Il est Benazzi. tout seul, Benazzi. Ah, le Aïe, aïe, Tigre aïe, arrive c'est encore en le retard. Ça y est, Attention, on va gagner. Oui. On va gagner. Ouais. On va y aller. Tabac, oui. Et c'est devenu le Tabac. Formidable. Et c'est devenu le Tabac. Formidable. Exploit français sur le dernier ballon. Émile Tabac a été servi magistralement et il le méritait et il a marqué l'essai et nous allons gagner. Et on voit la détresse dans la tête des Écossais, c'est ça qui m'a le plus marqué. Il y avait Sela qui sautait partout comme un genou, Tama qui hurlait partout de joie. Mais il y avait la tête des Écossais, moi c'est ça qui m'a marqué, c'est voir Gavin Hastings écrouler avec ses 1m90.
On était un peu gênés, mais enfin, la victoire était belle. Vraiment, là, la machine était relancée, on était super bien physiquement et on se prépare pour ce match contre l'Irlande, qui n'est pas l'équipe d'Irlande aujourd'hui, bien sûr. L'Écosse était nettement meilleure à l'époque, mais bon, là, il fallait les prendre en quart de finale au Kings Park de Durban, quart de finale, match éliminatoire, il n'y a pas à déconner. C'est le premier match, vraiment, on sentait qu'il y avait une espèce d'énergie, qu'il ne fallait pas... S'il y avait une demi-heure de plus à jouer, on l'aurait fait avec grand plaisir parce qu'on était tellement bien. Et on a senti de suite qu'on avait pris l'ascendant au contraire des autres matchs sur l'Irlande et qu'on ne pouvait pas lâcher ce match-là, qu'on ne pouvait pas le perdre. La France va donc affronter l'Afrique du Sud dans son pays avec tout un peuple derrière elle. Il faut imaginer toutes ces personnes qui font la fête dans les rues, aussi bien dans les quartiers huppés que dans les townships. Sauf que pour l'heure, blanc et noir ne se mélangent toujours pas. Kayelouthia, c'est le township le plus misérable de toute l'Afrique du Sud, à 20 km seulement de l'une des plus belles villes du monde. Juste derrière la célèbre montagne de la Table, c'est la face cachée de la carte postale. 1 million de personnes, peut-être davantage, entassées dans des boîtes d'allumettes, de tôles et de planches qui s'étendent à perte de vue. À Kayelouthia, il y a plus de 80% de chômeurs. La ville est trop loin, les transports trop rares et trop chers. À Kayelouthia, il y a 3 infirmeries, 3 pharmacies et 3 terrains de rugby. Mais personne ne joue car les murs en béton qui ceinturent la pelouse sont surmontés de barbelés et le portail est cadenassé. Dans cette Afrique du Sud encore divisée, les Springboks, à la surprise générale, ont battu l'Australie, championne du monde en titre, en match d'ouverture. Il n'y a qu'un seul joueur noir dans cette équipe d'Afrique du Sud, la star Chester Williams. Une équipe extrêmement physique, tellement physique et agressive même, que planent sur elle des soupçons de dopage. Mais on fait abstraction de ça, vous savez, on avait déjà senti ce sentiment-là en 93, quand on les a joués, il y a eu quelques matchs très difficiles, physiquement, quelques agressions, on avait vu même certains visages de joueurs transformés en sortant des vestiaires, mais bon, on ne peut pas soupçonner, on n'avait pas de preuves ni quoi que ce soit, mais on pouvait deviner que c'est un pays qui a été isolé pendant très longtemps, que peut-être des choses se faisaient dans leur fonctionnement, mais bon, on n'avait pas de preuves. Et puis encore une fois, on était dans un monde pas du tout professionnel comme aujourd'hui, il y avait très peu de contrôle, etc. Donc il ne fallait pas se laminer avec ce soupçon-là, il fallait juste préparer le match, on était capable de les gagner, on était capable de le faire. On a prouvé 3 ans auparavant qu'on était une équipe forte, avoir battu les All Blacks en Nouvelle-Zélande 2 fois, on a battu les Australiens, on a les Sud-Africains chez eux, match nul et une victoire chez eux. Donc on était plus focalisé sur nous, mais en disant qu'il va y avoir du lourd en face et que physiquement, il fallait être présent. Et physiquement, on était présent. Il fallait juste faire abstraction et faire face à ces aléas climatiques qui nous ont posé problème et qui ont joué un petit peu leur rôle pendant 2 heures dans le vestiaire. Le match a lieu à Durban. Dans cette ville côtière située sur le littoral de l'océan Indien, il fait beau plus de 300 jours par an. Mais ce samedi, le ciel s'abat sur la pelouse du Kings Park Stadium. Déluge complet, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Aujourd'hui, pour moins que ça, on annule un match, mais voilà, on attendait, on savait pas quoi faire. Il y avait encore les traces de l'apartheid puisqu'ils ont envoyé 300 femmes. Il n'y avait pas un blanc, il n'y avait que des blacks. Et des gens de couleur, notamment les femmes qui balayaient le terrain avec des raclettes pour sortir l'eau, avec les moyens du bord. Les organisateurs envisagent de faire venir des hélicoptères pour assécher la pelouse, mais c'est trop dangereux avec 60 000 spectateurs dans les tribunes. Il faut dire que si le match ne se joue pas, la France sera automatiquement qualifiée pour la finale en raison du nombre élevé de cartons rouges reçus par les Springboks lors des matchs précédents. C'est inconcevable pour un pays organisateur. Mobiliser Nelson Mandela et lui apprendre le rugby, etc., pour amener l'Afrique du Sud comme il avait envie de l'amener jusqu'à la finale, je ne pense pas que c'était quelque chose qui était convenable de le faire. Dans les vestiaires, l'attente est interminable. Les joueurs ne savent toujours pas s'ils vont jouer à cause des trombes d'eau qui s'abattent sur la pelouse. L'ambiance est assez surréaliste. C'est l'anniversaire de Pierre Berbizier, mais le sélectionneur a la tête totalement ailleurs. Il connaît chacun de ses joueurs et il prend alors le temps d'avoir un mot solennel pour chacun d'entre eux lors de la remise des maillots. Moi, j'ai gesticulé de tous les côtés, j'étais archi motivé pour battre le Sud-Africain et tout ça. Et puis à un moment donné, il me remet le maillot, il me dit « Abdel, quoi que tu fasses, ça sera ton destin ». Il me l'a dit en arabe, « Maktoub ».
Il m'a dit c'est Tom Maktoub aujourd'hui. Donc, et ce mot-là, ça, par hasard, ça s'est arrivé sur cette action de la dernière minute. Donc voilà, donc c'est des moments rares, des moments intenses de préparation, des moments qui touchent les cœurs, qui touchent l'esprit, qui rapprochent les uns et les autres et qui fait qu'aujourd'hui, 20 ans après, ou 25 ans, ou 30 ans après, on les sent comme si c'était aujourd'hui et on a cette fraternité avec les uns et les autres qu'on n'oubliera jamais. Le destin d'Abdelatif Benazi va basculer le 17 juin 1995. Ce jour-là, il va devenir le héros de la demi-finale contre l'Afrique du Sud. Quelques semaines plus tard, Nelson Mandela lui adresse une lettre solennelle. Le sport a le pouvoir de changer le monde, parce qu'il a le pouvoir d'inspirer les êtres. Autour de nous, rares sont les actions capables d'unir les peuples. C'est avec beaucoup de respect, Abdel, que je vous écris ces lignes. Comment le destin d'Abdelatif Benazi a-t-il été bouleversé par Nelson Mandela ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de cet épisode du podcast « Les géants du rugby ».